Retrouvez le texte en version écrite sur le blog Creepypasta from the Crypt. Le lien dans la description. Les morses relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un banc glacial, fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Durant cet été, il m'a été donné de rencontrer une gamine qui était accro à des poupées bizarres. Des fillettes en plastique, avec une tête de chibi et des yeux faits de boutons. Ce dernier point m'avait fait faire une grimace, ce qui m'avait valu quelques reproches de sa part. En rentrant chez moi, je me suis demandé quelle était la société qui avait eu l'idée de faire jaillir ces horreurs. Ayant appris entre-temps que ces espèces de jouets s'appelaient très élégamment Lalaloopsy, je doute que l'on puisse trouver plus niais, j'ai tapé ce nom dans la barre de recherche. Le wiki expliquait que c'était MGA Entertainment qui était responsable de ce carnage. Le nom original, rapidement changé, BT Button. Autrement dit, les boutons devaient être mis en valeur, mais on a hésité et changé à peine trop tard. Le CIO, aucune idée de ce que c'est, de la marque, expliquait « BT Button a été créé pour apprendre aux enfants que chacun est unique, à sa propre façon. La nouvelle marque affiche l'idée que les vieilles choses peuvent devenir nouvelles à nouveau. Tout peut être réutilisé, et rien ne doit jamais se perdre. » D'après la compagnie, les poupées étaient confectionnées pour encourager l'imagination des enfants et leur créativité, et pour enseigner des leçons de vie importantes, comme la diversité, l'individualité et l'idée que tout sert à une seconde vie. Bref, le discours banal du marketing pour justifier qu'on veut simplement se faire du pognon. Tout de même intrigué par la dernière phrase, j'ai cherché le nom de l'orateur, Isaac Lorian, sur internet. N'ayant rien d'autre à faire, j'ai farfouillé un peu dans chaque haut de Google, pour tomber sur des images d'Isaac Newton, la biographie de Rousseau ou un tableau de Bosch. Pour voir jusqu'où on pouvait aller, j'ai regardé la 20e page, la 30e. À la 45e page, un seul résultat s'affichait, en anglais. My first website, Isaac Larian. J'ai ouvert le lien dans un nouvel onglet. Juste après, le résultat a disparu, et d'autres sont apparus. Je suis allé voir en bas de la page, un avertissement s'affichait, près du 44e haut de Google sélectionné. Afin d'afficher les résultats les plus pertinents, nous avons omis quelques entrées qui sont très similaires aux 443 entrées actuelles. Si vous le souhaitez, vous pouvez relancer la recherche pour inclure les résultats omis. Trop tard. Juste à côté, la page était déjà chargée. Un fond violet, un titre en bleu, My First Website, souligné d'un sous-titre rouge, Isaac Larian. Le premier site d'un businessman. Pourtant il devait avoir autour de 59 ans, soit bien 46 ans au moment où il avait créé ce site, comme l'attestait le June 2000, en italique en haut à droite. Apparemment, le site faisait office de cours de business. Je vais traduire. Je m'appelle Isaac Larian. À mes heures perdues, je fais de l'informatique sur Internet. Ce domaine étant un peu émergent, je tiens à féliciter celui qui aura trouvé cette page. Et pour l'en récompenser, il pourra lire tout ce que j'y ai écrit. Tout. S'ensuivaient des lignes sur la fondation d'une entreprise, la maîtrise durant un déficit, et l'image de marque s'apparentant à une spécialité. Bref, rien de vraiment intéressant. En descendant la page, on pouvait voir qu'il racontait ses journées en mettant des exemples. J'ai licencié un homme. Dites-vous bien que ce n'est pas un crime. Les procédures ont suivi et il n'a pas réagi. C'est donc un acte juste, qui sauve l'entreprise et des milliers d'employés. En fin de compte, c'était pratiquement nul. Mais la page était très longue, et Isaac commençait à raconter de plus en plus sa vie banale. Un nettoyage de printemps, m'a dit mon voisin. C'est comme gérer une petite entreprise, mais on est le seul ouvrier. Ainsi, on visualise mieux les conditions. Un passage, en milieu de page, a attiré mon attention. Cette page est perdue dans l'immensité de l'Internet en pleine expansion. Personne ne va tomber dessus. Alors autant tout dire. Je suis âgé, j'ai 46 ans, et je souffre de troubles psychologiques suite à un événement qui m'a choqué pendant mon enfance. J'ai souffert d'hallucinations auditives et de schizophrénie. Mon psy m'a demandé de tout lâcher, de tout écrire, de faire sortir tout ce qui me troublait. Alors je l'ai fait.
Pas devant lui, mais je l'ai fait. Pourtant, je ne me sens pas mieux. Encore plus mal d'ailleurs. Mais je sens que je ne peux plus m'arrêter. Voici ce qui m'a le plus tracassé de toute ma vie. Je n'ai pas à faire remonter ce souvenir, car il est tout le temps là. Quand je suis seul, quand je suis avec quelqu'un, quand je dors, quand je fais la fête, il reste et ne s'en va jamais. Alors j'essaie de le cacher. C'est comme cacher un écran de cinéma avec un mouchoir. Mais c'est déjà mettre un obstacle. Mais là, je vais simplement enlever le petit mouchoir et tout raconter. Je suis iranien. Durant mon enfance en Iran, je vivais dans une famille peu connectée au monde. Et par conséquent, mes parents passaient leur temps à pendre leur tympan près de la radio pour écouter l'actualité sur la guerre. Je m'ennuyais à longueur de journée. On pouvait se balader dans le village, mais pas au-delà. Jamais la nuit, au coucher, ou bien au lever du soleil. Pourtant un jour, 2 jeunes filles ont disparu. La première était une fille qui s'habillait à l'américaine, les bras nus avec des piercings. Ayant violé la religion de ce fait, on savait bien qu'elle ne serait plus là un jour ou l'autre. Ses parents sont pourtant restés inconsolables. La deuxième était une petite fille de 5 ans, Randa, d'origine étrangère, qui vivait ici avec son oncle et sa tante. Elle avait la particularité d'être rousse et d'avoir des couettes. Pourtant, comme elle était jeune, depuis son arrivée, elle avait eu la chance de ne jamais avoir été discriminée. C'était étonnant qu'elle disparaisse ainsi du jour au lendemain. C'était un vendredi étouffant. Mon père était à la radio, ma mère à la cuisine. J'ai dit « je sors » et je m'en suis allé. Je ne savais pas que lorsque je le traverserais, ce même jour, cette porte dans l'autre sens, je ne serais plus le même. Je suis allé jusqu'à la route centrale. Là-bas, il n'y avait que des vieux qui jouaient au tric-trac en buvant du café. Ce n'était pas eux qui allaient me déranger. Je me suis rendu jusqu'à la limite du village et je me suis mis à regarder la maison à 2 ou 3 kilomètres devant moi. Une maison en bois, à 2 étages, comme on n'en trouvait jamais à l'époque, qui se tenait ici depuis 1945. On disait qu'un fou européen l'avait fait construire. Cela faisait plusieurs années que je ne m'étais mis en tête d'aller la visiter, malgré tout ce qu'on racontait sur elle. La maison d'un fou rend fou. Ne cessez de répéter les vieux. Soudainement, j'ai pris ma décision. J'ai regardé à droite, à gauche, derrière. Pas de vigile. J'ai franchi la petite ligne de terre. J'ai passé la cabane du vigile, vide. J'ai ouvert la porte du grillage barbelé. Et je suis sorti. Personne ne m'avait vu. J'ai refermé délicatement le grillage à l'aide d'un bâton, que j'ai laissé devant pour pouvoir revenir. J'étais sur la route par laquelle arrivaient les provisions. Il était midi, le camion n'allait pas tarder, le vigile non plus. J'ai couru, quitté la route et sprinté vers la cabane, mes chaussures frottant le sol terreux et sec. Après 5 minutes de course moyenne, je me suis arrêté. De là où j'étais, on pouvait voir le camion de provisions arriver, un tout petit point noir à l'ouest. Si on voyait ma silhouette, j'étais cuit. Je me suis aplati par terre et j'ai rejoint un petit creux où me cacher. J'ai patienté longtemps. Quand j'ai enfin relevé la tête, le camion était parti. Je suis sorti du creux et j'ai marché vers la maison. De près, elle semblait encore plus belle que je ne me l'imaginais. On aurait dit un des chalets suisses dont parlait ma grand-mère, qui avait beaucoup voyagé. J'ai marché vers la porte. Sur la petite estrade, le sol de bois était magnifique. N'écoutant que mon courage, j'ai ouvert la porte. J'ai atterri dans un salon rempli de morceaux de tapis miteux. Des bouteilles de whisky bonifiées derrière un bar, au fond. Un petit escalier à droite menait à l'étage supérieur. Je l'ai pris. Le bois résistait particulièrement bien malgré son âge. Une salle vide, plongée dans la pénombre, m'a accueilli. J'ai pris peur. Quelque chose me conseillait de repartir. Je ne savais pas quoi, mais cette chose me le hurlait au fond de moi-même. Mais je me suis ressaisi. Une lampe à huile traînait à côté de moi, avec à côté d'elle ce qui semblait être un fond d'huile à brûler dans un galon. J'ai réussi à verser un peu d'huile dedans, sortir des allumettes de ma poche et donner la lumière. L'odeur dégagée par la lampe était immonde et la flamme faible, mais au moins, je pouvais un peu mieux voir la salle. Il y avait 3 masses par terre. Je me suis approché en me prenant une toile d'araignée. C'était un manteau qui enveloppait quelque chose. J'ai regardé la deuxième. Un deuxième manteau, enveloppant une deuxième chose. Mon regard est retourné vers le premier manteau.
Le cri que j'aurais voulu pousser était si grand qu'il n'est pas parvenu à sortir de ma gorge. Un cadavre, les yeux livides, en soutien-gorge en cuir noir, avec du fard violet sur les paupières et un piercing dans le nez, me regardait. Terrorisé, j'ai regardé de l'autre côté. Un autre cadavre, avec 2 jambes anormalement minces, enrobé d'un collant rose à pois blanc, une jupe bleue à pois blanc, une tête déformée, gonflée, des cheveux roux en couette. Mais le pire, c'était les yeux. On les lui avait crevés, puis on avait cousu ses paupières ensemble, en rajoutant un bouton bleu pour chacun. J'ai jeté un coup d'œil vers la 3e masse. Elle bougeait. C'était quelqu'un de dos qui dormait, bien vivant. J'ai contourné le premier cadavre, au bord de l'évanouissement, et j'ai pris la fuite en faisant le moins de bruit possible. En partant, j'avais touché une des 2 couettes de la fille rousse, rigide et dure comme de la pierre. Elle était figée. Il reste un dernier détail qui me revient sans cesse au flashback. Juste avant de descendre l'escalier, il me semble revoir une image et un son. J'entends un mot, un bratz très court. Mais dans mon souvenir, à ce moment précis, il me semble voir bouger les lèvres du premier cadavre. Cet événement m'a terriblement choqué. C'est bon, je l'ai raconté, mais je ne suis pas satisfait. Je veux en faire plus, le dire à tout le monde, de toutes les manières existantes, sous toutes les formes. La page se finissait là, sous toutes les formes. J'ai regardé l'adresse du site. Au moment où je la copiais, la page a disparu et a été remplacée par Firefox ne peut trouver le serveur à l'adresse suivante. Bon, l'adresse n'était pas celle-ci, elle était beaucoup plus longue. L'adresse était désormais définitivement perdue. J'ai cherché une image de la Lalaloopsy. En cherchant pas mal, je suis tombé sur une poupée rousse, avec un collant rose à pois blanc, et une jupe bleue, à pois blanc également. Les boutons de ses yeux étaient bleus. Je me suis souvenu de quelque chose. J'ai cherché de nouveau Isaac Larian. Une page. Isaac Larian, CEO de GMA, célèbre pour ses bratz. Bratz. Isaac l'avait dit. Il voulait se soulager, par toutes les formes, même 13 ans après. J'ai repensé à la poupée de la fillette. La prochaine fois, j'aurai une pensée émue envers cette petite fille rousse de 5 ans. Au moins, j'espère que Larian aura réussi à se soulager.